Salut à tous. Ceci est le second épisode avec le Rav Binyamin David du Mahon Poix. Dans cet épisode, on a abordé les positions du judaïsme sur l'avortement, mais aussi sur les traitements de fertilité comme la FIV et la GPA. J'ai énormément appris lors de cette conversation et j'espère que vous en profiterez autant que moi. Si vous avez apprécié cette conversation, soutenez le podcast en suivant la page Facebook, intégrez le groupe WhatsApp et partagez-le avec les amis que vous pensez que ça pouvait intéresser. Et bonne écoute. Sur une autre question, là en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais aux États-Unis est rené avec toute la virulence d'avant le débat sur l'avortement, et où c'est vu la suite d'un brouillon qui a été d'un brouillon de la Cour suprême aux États-Unis qui a été diffusé, comme quoi ils allaient revenir sur la vieille décision des années 70, je crois, ou des années 90, je ne suis plus certain, qui ordonnait au niveau fédéral que les États acceptent les avortements de façon générale. Et donc, ça veut dire que ça reviendrait à la législation des États aux États-Unis. Donc, chaque État déciderait c'est quoi sa législation. Et il y a des États qui sont très... des États qui sont très contre, des États qui sont très pour. Et donc, le débat a vraiment, comment dire, rejailli avec toute la force et la violence et les sentiments que ça implique. Et on entend beaucoup les deux côtés, les deux extrêmes, le côté très à gauche libéral qui dit les fœtus sont des espèces de damas de cellules et on peut avorter sans mauvaise conscience pour toute bonne raison, etc. Il y a même des extrêmes qui parlent de l'abortion du 10e mois, c'est-à-dire vraiment tuer les enfants après qu'ils soient nés. Et on a aussi la position la position plus à droite qui dit les embryons c'est des enfants, il y a absolument aucune bonne raison de tuer ces enfants, etc. D'avorter et ils veulent interdire de façon vraiment quasi totale. Et à chaque fois que moi j'écoute le débat, j'ai l'impression que du peu de connaissances que j'ai des discussions talmudiques qu'il y a là-dessus, c'est ni l'un ni l'autre. Donc je voulais demander c'est comment est-ce que du point de vue de la halakha, comment ça se voit l'avortement. Ce débat aux États-Unis, je dirais il est principalement chrétien. Oui. Ok. Parce que dans la chrétienté, je suis pas un spécialiste de la chrétienté. L'avortement interdit, quelles que soient les causes et les raisons. Et même, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais on dit que même si une femme enceinte est en danger de mort et que le médecin dit si on peut ou sauver la mère ou sauver l'enfant, mais on peut pas sauver les deux, et si on fait rien, les deux vont mourir. D'après ce que j'ai compris, la chrétienté, alors encore une fois, la chrétienté, bon, c'est un grand mot parce qu'il y a une différence entre les catholiques, les protestants, les évangélistes, etc. Et je suis vraiment pas un spécialiste. Mais ce que on m'avait dit dans ma jeunesse, donc ça doit être peut-être plus la position catholique de France, de Rome, c'est que dans ce cas-là, on fait rien et qu'on laisse Dieu, on laisse le destin divin décider qui mourra, qui Lord Dali, donc. Alors que la position du judaïsme, elle est tout à fait le contraire. Elle est que la vie de la femme emporte sur la vie de ce bébé, et que dans ce cas-là, on a le droit, et c'est même, je dirais, décrit d'une manière un peu troublante dans la Mishnah, qu'on a le droit de découper ce bébé en morceaux et de sortir les morceaux pour sauver la vie de cette femme. Donc déjà, on a une possibilité, une position à la base qui est tout à fait différente entre le judaïsme et la chrétienté sur est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait hermétique, ce sera interdit dans toutes les positions, ou qu'il y a certaines positions ce sera envisageable. Ça déjà, c'est un point fondamental. Mais justement, je m'attarde un tout petit peu sur ce point, mais qu'est-ce qui fait que y a cette différence, c'est-à-dire ce que disent plus ou moins les catholiques, c'est qu'ils disent je vois pas où est-ce que tu mets la ligne démarcatrice entre qu'est-ce qui est une vie et qu'est-ce qui est pas une vie. Okay. Est-ce que c'est quoi la différence quand un être humain il est dans l'utérus et quand il est dehors. Donc pourquoi nous on a clairement cette ligne démarcatrice puisque à partir du moment où l'enfant est né, eh ben on peut plus faire ça, on peut plus choisir entre deux vies. Donc qu'est-ce qui fait cette différence? Alors il y a plusieurs points qui sont importants. Et aussi un point de vue au niveau du début de la conception.
Et ça a une influence, entre autres, par exemple, sur les fécondations in vitro. Tu sais que les fécondations in vitro sont interdites, normalement, par le catholicisme. Ok, pourquoi? Parce que pour eux, alors d'abord, pour eux, il y a une dissociation entre l'amour, l'acte d'amour et la fécondité. Pour eux, c'est quelque chose qui est impensable parce qu'il est écrit dans la Torah, pas dans la Torah, dans la Bible. Dans la Bible, ouais. Un homme, il doit se détacher de ses parents. Ok, quitter le nid familial, le maternel. Il doit s'associer à une femme, faire une chair avec cette femme, et donc et pour eux cette dissociation au point de vue de la technique, déjà c'est quelque chose d'impensable. Mais il y a aussi un deuxième point qui est important, c'est que d'après les décisions du Vatican, c'est qu'un embryon qui se trouve dans une éprouvette, ce qu'on appelle donc le bébé éprouvette, est déjà considéré comme un être humain, et on n'a pas le droit de le détruire. On n'a pas le droit de faire des expériences sur cet embryon. Alors que chez nous, dans le judaïsme, cet embryon, il est rien du tout. Il est pas rien du tout. Il est un potentiel extraordinaire de vie, mais il est rien du tout. C'est-à-dire que d'un ovule fécondé. Je parle d'un ovule fécondé, ok. Ouais. D'un embryon qui s'est développé, qui a déjà 100 cellules, 200 cellules, ok. Ce qu'on appelle un blastocyste au 6e jour de la fécondation in vitro. Là, je parle qu'il est dans l'éprouvette, ok. L'éprouvette, ouais. Pour nous, c'est rien du tout. Encore une fois, c'est pas rien du tout. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un potentiel extraordinaire de pouvoir avoir une grossesse. Sans ça, on peut pas avoir la grossesse. Mais si maintenant une femme, elle a congelé des embryons parce que voilà, on lui a fait une fécondation in vitro, on lui a sorti 10 ovules, on a fabriqué 10 bébés, on n'appelle pas ça des bébés, des embryons. Et puis qu'elle est tombée enceinte, elle a eu des jumeaux, elle a eu des triplés, elle a eu des jumeaux, elle a eu des triplés, elle en peut plus. Elle dit, voilà, il en reste un là-bas, laissez-le tranquille, je n'en peux plus. Et ben, dans le judaïsme, on aura le droit de le prendre et de le détruire. Parce que c'est un amas de cellules, un grumeau de cellules, disait, René Friedman, le grand gynécologue français. Et c'est pas considéré comme un être humain. Alors que, chez les catholiques, encore une fois, ce que je sais, c'est déjà considéré au moins presque comme un être humain. Il est interdit de faire des recherches sur on n'a pas le droit de le détruire. Mais je dirais que même dans le judaïsme, il va beaucoup plus loin. Et ça, je dirais pas que c'est à 100%, ça fait l'unanimité de tous les rabbins. Mais pour nous, dans le judaïsme, l'âme, la neshama, elle rentre dans le bébé au 40e jour de la grossesse. Et les premiers 40 jours de la grossesse, la Gemara nous dit que c'est Maya Be'alma. C'est considéré uniquement comme un liquide, ce bébé qui est là. Alors, et ça va avoir des implications ilchatiques. Par exemple, une femme a fait une fausse couche, pas un avortement, une fausse couche, avant 40 jours. Elle était enceinte, elle a fait sa prise de sang, on a vu les hormones, etc. Tout. Et puis, elle a eu cette fausse couche avant les 40 jours. Et puis, elle est retombée enceinte après, et puis elle a un garçon. Est-ce que ce garçon est considéré comme un Bechor? Est-ce qu'il est considéré comme un premier-né? Et donc, il va falloir faire toute cette cérémonie avec le Kohen, avec les 5 pièces, etc., machin. Ou est-ce que, non, puisqu'elle est déjà tombée enceinte, et ben, voilà, c'est, ce deuxième-là, il n'est pas le premier, c'est le deuxième, ouais. C'est le deuxième. Et ben, nous dira le judaïsme que non, il est considéré comme le premier-né. Et que l'enfant qui a commencé à se développer dans les 40 premiers jours, tant qu'il n'a pas passé cette phase de 40 jours et de recevoir une neshama, il est considéré comme des cellules humaines, des cellules biologiques, mais il n'est pas considéré comme un être humain. Et je vais être très 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 prudent dans ce que je vais dire. De là, je dirais pas qu'on a le droit automatiquement, une femme, de faire un avortement dans les 40e jours si elle tombait enceinte par erreur, ok? Je dirais pas. Mais que, par exemple, une femme qui aurait été violée par son père, chas v'chalila, un inceste épouvantable, etc. Et si on est avant 40 jours, ce serait déjà quelque chose d'envisageable au point de vue du judaïsme. Parce que ce sera pas considéré comme tuer un être humain. Et parce que, c'est encore une fois, c'est pour nous un amas de cellules sans neshama.
Alors, ça va. Bon, si c'est pas de neshama, que c'est pas possible. Comment ces cellules peuvent se développer sans neshama? Tu sais qui est-ce qui a posé cette question-là? C'est Antoninus. Antoninus à Rébi. Il y a un passage dans la Gemara qui il pose sa question. Il pose la question Antoninus, qui était Antonin le beau, le grec, je sais pas comment on dit. Je me souviens plus, mais oui, un des empereurs romains, ou je sais pas s'il était empereur ou il était général, je sais pas, je suis pas spécialiste. T'es général après empereur. Il pose la question à Rabbi Yehuda Anassi. Quand est-ce que la neshama rentre dans le bébé? Et lui dit à 40e jour. Il dit mais c'est pas possible. Et si on laisse un bout de viande 3 jours à l'extérieur, il commence à pourrir, il y a des vers, etc. Donc un bébé 40 jours sans neshama, il va pas pouvoir vivre. Bon, et Rabbi, il a dit, la Gemara nous dit que Rabbi, il a dit, c'est quelque chose d'important que j'ai appris de Antoninus, que Bémet, il y a déjà une vie dans les cellules avant 40 jours. Mais une des choses qu'on apprend entre autres, c'est que cette vie, c'est ça. Maintenant, on passe dans un autre domaine. On va passer dans le domaine de la chassidoute. Ok. Il y a la neshama behemit et il y a la neshama elokamimal. Il y a dans notre neshama, dans l'âme de l'homme, il y a deux niveaux. Ok. Il y a le côté animal qui fait que l'homme, c'est le côté, je dirais, corporel qui donne une possibilité à l'homme de vivre en tant qu'homme, de pouvoir manger, de pouvoir transpirer, comme je transpire maintenant, de pouvoir, etc., etc. Et ça, c'est le côté corporel. Et puis, il y a le côté spirituel, okay, le côté de pouvoir se rattacher à Dieu, faire les mitzvot, de pouvoir réfléchir, de penser, etc. Ça, c'est la neshama elokamimal. Et donc, apparemment, on aurait 2 neshamot qui sont comme un Playmobil, qui sont accolés l'un à l'autre. Alors, la première neshama, elle arriverait directement à la fécondation, au moment de la fécondation, et la possibilité de développer le corps humain. Mais la deuxième neshama, elle vient après 40 jours. Donc déjà, on voit qu'il y a déjà, on a différentes phases dans la création de l'homme et qui nous donnent des possibilités de réfléchir, encore une fois, dans des cas extrêmes, très graves, etc. Je parle pas d'une femme qui dit « je veux pas maintenant tomber enceinte parce que j'ai la bar mitzvah de mon fils, dans 6 mois, je veux être belle, etc. » Encore une fois, je comprends, hein, je sais pas, je dénigre pas, mais dans ce cas-là, on parle quand même d'arrêter la vie d'un enfant qui serait un enfant. Mais dans des cas extrêmes, dans ce cas-là, ça va être... Donc, on voit que le judaïsme, il a jamais géré cette question d'avortement entre oui ou non. Mais d'un autre côté, on n'est pas du tout d'accord, le judaïsme n'est pas du tout d'accord avec... j'ai vu la dernière fois un post très féministe qui disait... justement, il parlait de ce qui se passe aux États-Unis, il disait... la femme, elle décide, c'est à la femme toute seule de décider, son corps, c'est son corps. Toi, l'homme, quand est-ce que tu peux donner ta position? Ben jamais, on n'a rien à foutre de ce que tu penses. Ni si t'es le père de l'enfant, non, là, il est clair que c'est pas la position du judaïsme. D'abord, cet enfant, il est autant le fils de sa mère que le fils de son père. Et que l'on père, il a bien sûr aussi une responsabilité sur la vie de son fils. Et puis on considère qu'après 40 jours, oui, c'est considéré comme un être humain à part entière. Alors pas autant que la mère, si elle est en danger. Alors, c'est ça, c'est quoi là maintenant la ligne de démarcation qu'il y a entre l'enfant après 40 jours, mais avant la naissance, et après la naissance? Bon, après la naissance, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, oui. Vous avez tout à l'heure évoqué des penseurs complètement des meurtriers, quoi. J'ai vu un article de philosophe australien qui disait que selon les études de nos jours, on s'est rendu compte que l'enfant prend connaissance ou conscience qu'il est plus dans le ventre de sa mère qu'après, 6 jours ou 7 jours. Donc les 6 premiers jours, l'enfant considère qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Donc en fin de compte, si on peut autoriser un avortement
au 9e mois, on peut aussi l'autoriser de tuer cet enfant après la naissance pendant les 5-6 premiers jours. Bon, pour nous, c'est du, c'est un crime, c'est un crime, c'est un suicide, c'est pas un suicide, c'est un crime. Il y a rien de plus, ces gens-là, il faut qu'ils soient internés dans des hôpitaux psychiatriques pour dire des choses épouvantables de cette manière. Vraiment, c'est des criminels, ces gens-là. Ça, c'est clair, la position du judaïsme là-dessus, elle est claire. Bien que, et là aussi, et c'est bien que, la Gemara nous dit qu'un enfant qui est né, par exemple, un grand prématuré, qui a pas la possibilité de vivre, est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'enfreindre les lois du Shabbat pour lui sauver la vie, etc. Donc, il y a aussi des sujets là-dessus, ok? C'est aussi un sujet. Mais bon, disons que, après la naissance, un homme, c'est un homme, quoi qu'il soit, même s'il est très malade, on n'a pas le droit de le tuer, l'euthanasie c'est interdit dans le judaïsme, c'est clair que ce soit un enfant, ou que ce soit un vieillard de 90 ans, ou que ce soit un bébé de 3 ans, ou un bébé de 3 jours, l'euthanasie est interdit, et ça la position du judaïsme là-dessus, elle est claire. Mmh. Après, on a, comme on dit, on fait une différence entre 40 jours et 40 jours, avant 40 jours, après 40 jours. Et d'ailleurs, ça fait pas l'unanimité des rabbinim. Le Rav Unterman, lui, considérait que même avant 40 jours, c'était considéré comme un meurtre. Mais c'est pas la position principale. Après, on a le fait que, on a un Safek Chai et Vadaï Chai. Cette femme qui est en face de nous et qui est enceinte, elle vit, elle est là. On sait qu'elle vit. Alors que ce bébé, qui est dans son ventre, il est safek, c'est un doute. C'est pas sûr qu'elle arrivera au bout de sa grossesse. C'est pas sûr que, surtout à l'époque de la Bible, à l'époque du Talmud, etc. Il y a énormément de fausses couches et de bébés morts-nés, etc. Et donc on a un safek. Il reste considéré comme, il reste un doute sur sa possibilité de vivre. D'ailleurs, pourquoi on fait le Pidyon Haben le 30e jour, après 30e jour, on fait le 31e jour. Pourquoi on fait pas ça avant? Parce qu'avant, il pouvait mourir très vite. Parce qu'avant, il pouvait mourir. Et donc, on peut pas faire vendre, parce que c'est un acte, là, de vendre. On vend son bébé ou on rachète son bébé au Cohen. Oui. Mais je vais pas racheter quelque chose je vais pas acheter un bébé avec beaucoup d'argent alors qu'il va pas vivre. Donc, j'attends qu'il ait passé 30 jours. Il a une chazaka. Ouais, une chazaka qu'il est viable. Et une fois qu'on sait qu'il est viable, on va voir cette transaction, ok. Donc, si on est dans une situation où on a une femme qui est vivante devant nous, on voit, elle est vivante, elle est là, elle existe. Et on a un enfant qui est un potentiel. Pour nous, c'est uniquement encore un potentiel de vie. Un potentiel à 90% ça va se réaliser. Dans ce cas-là, elle passe avant son enfant. Ça, c'est la position du judaïsme. Alors, moi, j'avais eu une pensée quand j'avais écouté tout le débat, etc., mais je sais pas si ça vaut quelque chose, vous allez me dire sans penser, c'est que quelque part, il me semble qu'il y a, je sais plus dans quel massacre, mais il me semble qu'il y a un débat quelque part. Est-ce que est-ce que le fœtus, en même temps, il fait partie du corps de la mère? Il y a un regard comme ça qui fait, et c'est quelque part physiologiquement, il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire, il est accroché à la mère, etc., et donc il parle à la mère, comme il fait partie de son physiologie, donc quelque part, il y a un aspect de l'enfant où il est comme un organe de la mère et pas comme un individu à part entière. Alors que quand il naît, une fois qu'il est né, ça y est, il est séparé physiquement de la mère, et là du coup les deux vies s'équivaut. Mais alors que dans le premier, c'est plus comme un organe, et c'est sûr que si t'as un organe malade ou un organe qui va pas vivre, du coup l'organe met en danger l'ensemble de l'organisme, alors on sacrifiera l'organe pour le reste. D'accord. Donc il y a cet aspect, on appelle ça en hébreu yerech imo. Voilà. C'est comme s'il faisait partie, c'était comme si c'était la jambe de sa maman, de sa mère. C'est-à-dire que on considère, oui, que cet enfant, il n'est pas encore une vie totalement autonome, et on le considère pas comme un être autonome totalement. On le considère comme étant un être faisant partie de sa mère. Mais on va quand même faire une différence entre le doigt et un fœtus, ok? Alors, il est clair que dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle Issur Chovel. Issur Chovel, une personne n'a pas le droit de se mutiler. On n'a pas le droit de prendre un couteau et de donc ça, même même dans le cas où une femme veut faire un avortement pour une raison, pas très. Alors, si on considère que l'enfant il fait partie du corps de la mère, intrinsèque du corps de la mère, alors
il y aura un Issour Chovel. On aura, de la même manière que la femme, elle n'a pas le droit de se couper les doigts, elle n'a pas le droit de couper l'enfant qui fait partie de son, de son organisme. Ça, c'est d'un côté. Il y aura un Issour Chovel. On peut considérer qu'il y a un Issour de meurtre. Ça, c'est par rapport à l'enfant comme une entité en lui-même. Et puis, on a l'interdit de mutilation si on considère qu'il fait partie du corps de la mère. Mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si cet enfant, il met en danger sa maman, de la même manière que si un homme, il a une, je sais pas, une gangrène dans le pied, si on lui coupe pas le pied, ça va infecter tout l'organisme, il va mourir. On a le droit de couper le pied. De la même manière, si cet enfant, il met en danger sa mère, on a le droit de l'avorter pour pouvoir sauver la mère. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le tout le noir. On dit tout est interdit, et on n'est pas dans le tout le blanc, on dit tout est permis, on fait ce qu'on veut, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant moi je suis pas américain et je vis pas aux États-Unis et puis on n'a pas cet esprit, je veux dire, comme j'ai dit au départ, c'est surtout un débat dans la chrétienté, dans le sens où là-bas c'est où tout est autorisé, où tout est permis, alors que là dans le judaïsme on peut étudier chaque cas au cas, ce qu'on appelle au cas particulier. Dans le monde de la dans le monde de l'éthique médicale, on fait une distinction entre ce qu'on appelle l'ontologie et la téléologie. Je sais pas, c'est des gros mots, mais des notions un peu spéciales. C'est-à-dire que quand on parle de ontologie, on parle de vérités vraies qui sont immuables. Ok? Si on n'a pas le droit de tuer un enfant, on n'a pas le droit de tuer jamais un enfant, que ce soit avant la naissance, après la naissance, que ce soit un enfant d'un inceste, d'un viol ou okay. C'est un principe inviolable, quelles que soient les implications, si on garde ce principe. Et quelles que soient les conséquences. Ok. Et il y a une autre manière de voir la chose, de dire ce qu'on appelle le téléologie, c'est de dire non, mais c'est très bien tous ces principes, mais le principe c'est de faire du bien. Donc si de garder tous ces principes, ça fait du mal sur cette terre, ça fait des souffrances, etc. Alors dans ce cas-là, on doit gérer les choses d'une manière que il y a certains cas on va pouvoir permettre. Alors le judaïsme en général, il est plus téléologique que ontologique. Bien, il y a des grands principes, bien sûr. On n'a pas le droit de faire ni de l'inceste, ni de la vodazara, ni de l'idolâtrie. Et là, on doit même mourir pour ça, pour ne pas enfreindre ces principes-là. Mais il y a aussi des mais. Il y a des fois des cas. Alors pareil, on va interdire l'arrêt de grossesse ou l'avortement interdit. Voilà, c'est la base. Mais après, chaque cas est un cas particulier. Et il va pouvoir y avoir des cas où on va pouvoir gérer les choses d'une certaine manière. Si une femme, maintenant, elle n'est pas en danger de mort, mais elle a un problème psychiatrique grave, et le fait d'avoir un enfant avec une maladie grave va faire qu'elle va pouvoir, au point de vue psychiatrique, ça va dégrader énormément. Ça va se dégrader, et on va voir un psychiatre, il va dire que ça va être une catastrophe, ça va être une femme qui va être hospitalisée, etc. Donc, d'abord, on peut considérer ça comme un danger de mort, parce que la mort, c'est pas simplement corporel, ça peut être aussi point de vue psychiatrique. La mort dans l'âme. Ouais. Voilà, et puis on peut en arriver malheureusement à se suicider. Et puis là, donc chaque cas, il va être un cas qu'il va falloir étudier. Lorsque nous, à l'Institut Pourra, je dirais qu'on n'aime pas gérer ce genre de... On est là pour donner la vie, on n'est pas pour arrêter la vie. Mais de la même manière qu'on a aidé certaines femmes à tomber enceintes, en leur donnant des bons conseils et les diriger vers les médecins, malheureusement, ces femmes retournent vers nous en disant, voilà, j'ai fait une échographie, il y a un problème très grave, le médecin nous conseille d'arrêter la grossesse, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, automatiquement, en tant que rabbin, je pourrais dire, il n'y a rien à discuter. Mais non, c'est pas la position habituelle des rabbins. D'abord, on va en discuter, parce qu'on aime bien discuter en plus. Mais, on va en discuter, on va voir, et je vais prendre en considération plusieurs éléments. Un, à quel stade de grossesse on est? Est-ce qu'on est avant 40 jours, après 40 jours? Il y en a qui diront peut-être même il y a un cut-off au troisième mois, il y en a qui mettent un cut-off là-bas, il y en a qui mettent au 7e mois. Ok. Après, on va vérifier est-ce que l'enfant il est viable ou pas viable. Parce qu'un enfant qui est pas viable,
c'est pas la même chose d'arrêter une grossesse d'un enfant qui de toutes les manières ne pourra pas vivre parce qu'il a pas de cerveau, parce qu'il a pas de cœur, ou il a une tellement grave formation au cœur qui va mourir dans les jours qui viennent. Peut-être tout de suite ou dans les jours qui viennent. Donc ça, on va prendre en considération. On va prendre en considération, est-ce que c'est réparable? Est-ce qu'il y a des opérations qui peuvent être faites? Quelles sont les possibilités, etc. Et puis, on va prendre en considération aussi, bien sûr, le côté psychologique de la femme. Et là, uniquement de la femme, pas de l'homme. OK? Ah oui. Oui, parce que c'est elle qui est... Oui. Parce qu'on considère, comme on a dit, que c'est elle qui est en danger. Et puis, on va prendre en considération aussi, est-ce qu'elle est en danger au point de vue corporel, etc. Et on va devoir, après, faire toute une analyse et donner donc une décision. Est-ce que le judaïsme, dans ce cas-là, il peut permettre? Et là, et comme dans beaucoup de sujets du judaïsme, il y aura des rabbins qui sont beaucoup plus rigoureux et qui permettront que dans des cas très extrêmes et très graves, il y en a qui sont beaucoup plus, je dirais, moins rigoureux. Voilà. Je connais pas la situation en Israël, mais la situation en Israël, c'est que l'avortement c'est autorisé de façon générale, sans espèce de limitation. Encore une fois, on parle de cela depuis longtemps, là. Mais c'est pas le sujet de poids, hein. Le sujet de poids, c'est la fécondité et les bébés, hein. C'est pas arrêter les grossesses. Il y a un institut en Israël qui s'appelle Agudat Efrat. C'est vrai, oui. Et eux, c'est eux les spécialistes. Agudat Efrat, voilà, c'est pas des concurrents, c'est le complément de poids. Nous, on amène les bébés, eux, ils empêchent les avortements, surtout les avortements qui ont un rapport avec des problèmes sociaux. C'est-à-dire des femmes qui n'ont pas d'argent, qui veulent arrêter une grossesse parce que elles n'auront pas les moyens d'élever leurs enfants. Et dans ce cas-là, Agudat Efrat leur donne de l'argent, leur donne les premières nécessités, les couches, un lit, des laits en poudre, etc. Ils les aident à financer si elles ont besoin de faire des études, leur financer des études pour pouvoir après trouver un travail et financer élever leur enfant, etc. Oui. Ça, c'est Agudat Efrat. Ok. Alors, d'une manière générale, en Israël, il y a une loi, qui gère cette histoire d'arrêt de grossesse. Tu veux savoir les non, les détails. Il y a des détails. Malheureusement, il y a énormément d'arrêts de grossesse en Israël. Oui, il y en a beaucoup. On considère qu'il y a à peu près 40 000 avortements par an. Nous, on fait venir des juifs du monde entier. La Aliyah, on se bat. Alors qu'ici, malheureusement, hein. Oui. Et à peu près, il y en a 20 000 qui seraient officiels, 20 000 qui seraient plus ou moins sous le manteau. Officieux, c'est encore plus grave parce que ça met les femmes en danger. Et puis, et les raisons qui sont données, en Israël, on peut pas arrêter une grossesse parce qu'on a des problèmes d'argent. C'est interdit par la loi, mais si on a des problèmes psychologiques, on peut. Si c'est un enfant qui a été fait hors mariage, ou de l'inceste, ou hors mariage, etc., c'est autorisé. Et puis c'est... Voilà. Et puis malheureusement, sur certains sites internet, il est en Israël, en hébreu. Il y a certains médecins qui disent, vous avez qu'à dire que c'est pas de votre mari, et puis voilà, ils vont vous donner l'autorisation. Malheureusement, ça existe. Mais bon, c'est vraiment pas la position du Marron de Poix et du judaïsme d'une manière générale. Après, chaque cas doit être analysé, et on considère pas que on prend en considération qu'on a une vie et on... Vous savez, moi j'ai une belle-mère que je lui souhaite une longue vie. Amen. Après la Shoah, elle s'est retrouvée toute seule. Elle était une petite fille orpheline de 4-5 ans en Pologne, dans un orphelinat, ni frère, ni sœur et ni parents. Et puis cette petite fille, elle a été retrouvée par des tantes qui l'ont récupérée de cet orphelinat, qui l'ont fait venir en France et qui l'ont élevée. Et puis cette dame, elle s'est mariée avec mon beau-père, elle a eu 5 enfants, elle a eu 40 petits-enfants et elle a maintenant 38, 39, 40 arrière-petits-enfants. Donc c'est ce que nous dit ce qu'on dit dans le proverbe juif qui dit « Kol mishe matzil adam echad nefesh achat matzil olam maleh » quand on sauve une vie, on sauve le monde entier.
Donc, il faut absolument considérer que c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et je vais vous dire en plus, il y a quelque chose qui me dérange énormément, c'est que il y a énormément de couples dans le monde qui n'ont pas d'enfants, qui cherchent absolument à adopter, qui veulent adopter des enfants. Et on trouve pas. En Israël, le processus d'adoption, ça dure 5, 6 ans, 7 ans, et c'est pas sûr qu'on aura un enfant à la fin. Et d'un autre côté, il y a énormément de femmes qui, encore une fois, je comprends qu'elles sont dans la détresse, qui arrêtent des grossesses alors qu'elles auraient très bien pu accoucher ces bébés, et qu'il y aurait d'autres familles qui seraient tellement heureuses de s'occuper de ces bébés et de les choisir, etc., etc. Donc, c'est un peu un paradoxe comme ça, cette histoire-là. Alors voilà, et donc chaque vie, c'est une vie extraordinaire. Chaque vie, c'est un monde entier, c'est des générations. C'est peut-être le Mashiach là qu'on est en train de. J'imagine que même le Mashiach se laissera pas avorter si facilement. Mais... On sait pas. On sait pas. Mais alors voilà, il y a beaucoup. Alors on revient sur la fécondité parce que c'est vraiment l'essentiel de l'activité du marron de poids. Et on a parlé tout à l'heure de la FIV. Est-ce qu'il y a un problème avec la FIV ou est-ce que c'est quelque chose qui est évident, qui est facile à faire? On a évoqué tout à l'heure la position chrétienne, que ça sépare effectivement l'acte d'amour et la création de l'enfant. J'avais lu quelque part, j'ai un livre à la maison d'une psychanalyste. Une psychanalyste qui s'appelle Marie Balmary, qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La Divine Origine, où elle parle dans quelques pages effectivement de le fait qu'on ingénierise des bébés en laboratoire et que tout ça c'est catastrophique pour l'âme. Elle est un peu chrétienne, cette dame. Elle a quelque chose, mais elle avait écrit quelques pages que j'avais trouvé intéressantes. Et je me demande, est-ce que dans le judaïsme il y a quelque chose qui est dit là-dessus, ou est-ce que effectivement si on n'a pas, c'est vrai que la voie normale est préférée, mais si ça marche pas, bah c'est pas grave, on fait des filles et puis tout va bien. Je pense qu'il y a une évolution au niveau du judaïsme sur ces questions. Quand ça a été créé au départ, on parle maintenant déjà depuis presque 50 ans, Louise Brown, la première bébé éprouvette qui est née en Angleterre, elle doit avoir presque 50 ans. Et quand ça a commencé à se développer dans le monde, et déjà même avant, parce qu'avant il y avait pas de fécondation in vitro, mais il y avait des inséminations artificielles depuis la nuit des temps. L'insémination artificielle, c'est déjà vieux. Il y a eu des grandes discussions, des grands débats ilchatiques, où des rabbanim étaient totalement contre, interdisaient totalement, d'autres permettaient. Mais c'était pas sur des arguments qui sont théologiques, dans le sens l'âme, l'amour, etc. C'était des arguments ilchatiques, ok? C'est aussi de la théologie, mais ilchatique, pure. C'est-à-dire, est-ce que on réalise la mitzvah de Piria Verivia? On a donc dans le judaïsme, d'avoir des enfants, c'est pas anodin, c'est la réalisation d'une mitzvah. Est-ce qu'on réalise cette mitzvah en ayant des enfants de cette manière, oui ou non? Grande discussion. Est-ce que c'est le résultat, le fait d'avoir des enfants qui fait qu'on a réalisé cette mitzvah, ou il faut un processus. Et le processus, c'est d'avoir des relations avec sa femme, etc. Ça, c'est un grand débat dans le judaïsme. Après, on a un autre problème grave dans le judaïsme, qui est tout ce qui est masturbation, et le fait de sortir du sperme en dehors des voies vaginales, etc. Et ça vient de la Bible, avec cette histoire de Hervé Onan, que Akadosh Baruch Hu a tué parce que justement il voulait pas avoir d'enfants et il sortait du sperme sur les, comme on dit, aletzim ve'avanim, sur des bouts de bois et des pierres. Et donc dès le départ il y avait une grande question: est-ce qu'on a le droit de sortir du sperme? Là il est clair que c'est pas pour le détruire, c'est pour l'utiliser, mais une partie va être jetée et avant de faire tous ces traitements, il va falloir faire des spermogrammes. Et là, oui, le sperme, il va être jeté. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est considéré comme Otsa Adzera Levatala, sortir du sperme en vain? Est-ce que c'est considéré comme Ashrata Adzera, de destruction de sperme? Et ça aussi, ça a été une grande question. Une grande discussion chez les rabbanim. Et donc, certains rabbanim ont dit, on va le permettre, mais qu'après 10 ans de mariage, par exemple. Ici, pourquoi après 10 ans de mariage? Parce que, selon la tradition juive, un couple qui, au bout de 10 ans, s'il est marié, ils n'ont pas d'enfants, ils ont le droit, c'est une raison valable pour pouvoir divorcer. Donc, pour pouvoir éviter ce divorce, on va leur permettre de faire un acte qui est un acte répugnant, de sortir du sperme, etc., etc.
Donc il y a une grande discussion là-dessus. Et puis après, il y a une grande discussion sur il y a d'autres discussions qui se sont greffées. Est-ce qu'il va pas y avoir des mélanges? Ils vont mélanger des spermes, ils vont mélanger des ovocytes. Des erreurs, quoi. Ou des erreurs ou des mélanges. On sait très bien que aujourd'hui, bien sûr, tout est réglementé, tout est fait comme il faut, etc. Mais on sait très bien qu'au début, je vous parle de ça encore une fois, il y a 50 ans, il y a eu des petits trafics qui ont été faits à droite et à gauche. Et ça, les rabbins avaient été très, très, très peur de ça. Bon, aujourd'hui, tout est réglementé, c'est impensable que ce soit fait. Les gens, ils peuvent aller en prison, perdre leur licence de travail, etc. Mais, donc, il y a eu énormément de questions qui sont des questions de ilchatik. Est-ce qu'on fait, si on réalise pas la mitzvah de Peravirivia, alors dans ce cas-là, sortir ce sperme, c'est peut-être bémed. Interdit, parce qu'on fait pas la mitzvah, donc même si on a un enfant. Mm-hmm. Et puis, est-ce que le père, par exemple, si le père est Cohen et l'enfant il est Cohen, ou parce qu'il a été créé par fécondation de gens, peut-être que ça casse cette filiation. Ça casse la filiation. Peut-être. J'ai rien dit, j'ai pas donné de réponse. Oui, c'est une question. Que je comptais aborder avec l'histoire de la GPA, mais continue. Il y a énormément de questions qui sont été. Et puis, il y a certains rabbins, je dirais comme on dit, Ezeu Chacham, Aro et Anolad. Qui est l'homme intelligent? C'est celui qui voit pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui va naître dans plusieurs générations. Il y en a, à mon avis, certains rabbins qui ont très bien compris que si on commence à jouer avec toutes ces gamètes, un jour, il y aura des transferts de gamètes, des dons d'ovocytes, des dons de sperme, des GPA, des gestations pour autrui. Il y aura et ça va détruire la famille, le fait que les gens, ils vont plus se marier, les gens, ils auront des enfants, en se faisant passer des gamètes, etc. Et c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui, hein. On est aujourd'hui dans un chaos total. Ah oui. C'est tous les jours, j'ai des filles et des hommes qui me téléphonent à l'Institut du Poids, des gens religieux, hein, pratiquants, etc. Oui, j'ai un copain, mais j'arrive pas à trouver de mari, il est prêt à me donner du sperme, on va faire ça dans un laboratoire, et puis on va faire ensemble un genre de contrat. Contrat de l'enfant, quoi. Ouais, un contrat. C'est-à-dire qu'il sera pas considéré vraiment comme le père, il aura le droit de venir une fois par mois, pour son anniversaire, peut-être pour Pourim, pour les déguisements, parce qu'ils veulent pas se marier, mais ils veulent pas se marier, mais ils veulent avoir un enfant chacun. Ils rêvent d'avoir un enfant. L'homme, il veut pas avoir il veut pas qu'on l'embête trop. Ouais, il veut pas qu'on l'embête trop. Et elle veut pas qu'il y ait un homme qui lui dise quoi faire. Donc voilà, c'est un très bon. Et ça, ils l'ont vu, ces rabbinim. Ils l'ont très bien vu qu'on arrivera à là. Et c'est pas, malheureusement, c'est des choses qui arrivent très fréquemment, hein, de nos jours. Et donc, ça détruit toute la notion de père, de mère, de filiation, d'unité, d'entité familiale, etc., etc. Oui. Mais je dirais qu'aujourd'hui, après ces longs débats où il y a des rabbinim qui ont permis qu'après 10 ans, il y en a qui ont permis que comme ça, et que comme ça, et que comme ça. Aujourd'hui, c'est plus une question. Aujourd'hui, c'est plus une question. Si un couple, pour des besoins médicaux, ont besoin de faire des traitements de fécondité, entre autres fécondation in vitro, 99,9% des rabbinim ont donné leur autorisation. Mais ils demandent d'abord qu'il y ait une surveillance rabbinique. C'est ce qu'on fait entre autres à l'Institut Poids. À l'Institut Poids, on a des femmes qui sont présentes dans tous les laboratoires en Israël. Wow. On a 70 femmes qui travaillent pour nous, qui sont tous les jours dans les laboratoires, qui vérifient bien que c'est le sperme de Monsieur Cohen, il va dans l'utérus de Madame Cohen, et celui de Monsieur Lévy chez Monsieur Lévy, et chez Monsieur, et ok. Et comme dirait, notre ami, Monsieur Kacher chez Monsieur Kacher, chez Madame Kacher. Ok. C'est Rabbi Jacob. Ok. Alors, les choses doivent être, il faut qu'il y ait une traçabilité. Les rabbinim demandent qu'il y ait une traçabilité. On a mis ce système en France, entre autres. On a mis ce système aux États-Unis. On a mis ce système dans plusieurs pays dans le monde, où on a des femmes qui travaillent pour l'Institut Poids, qui sont présentes dans les laboratoires. Mais de nos jours, je dirais que de toutes les manières, c'est fait par les laboratoires. Et c'est fait, aujourd'hui, c'est réglementé. Il n'y a aucun acte qui est pas fait avec 2 laborantines qui signent, etc. Et en plus, on rajoute notre troisième œil, je dirais, qui est là pour vérifier que, vraiment, et d'ailleurs, il y a eu des questions parfois devant des batédines, devant des tribunaux rabbiniques.
d'un homme qui dit oui, moi c'est une femme qui est tombée enceinte. Après, j'ai eu une histoire comme ça, une femme qui est tombée enceinte après un divorce. Et après qu'elle a accouché de son bébé, elle a dit, ben l'enfant il est de mon mari. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit, non, mais j'ai fait ça avec fécondation in vitro, avec des embryons qu'on avait congelés avant qu'on divorce. Et il y a une traçabilité, c'est bien le sperme de... Alors, j'ai eu une convocation au tribunal rabbinique pour vérifier si c'était vrai, toute cette histoire, etc. Bon, j'ai pas dit que c'est quelque chose que bien ce qu'elle a fait, cette femme-là, mais voilà. Donc, au moins, on pouvait savoir ce qui s'était passé. Voilà. Donc, Tachles, comme on dit chez nous, aujourd'hui, c'est plus vraiment une question dans le sens où c'est un très, très, très grand débat. Il y a encore 40 ans, voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, une des méthodes normales où quand il n'y a pas le choix. Maintenant, il va y avoir des questions qui vont être d'autres qui sont quand il y a oui le choix. Ok, quand des gens veulent faire des fécondations pour des modalités plus sociales ou là. Pourquoi est-ce que des gens voudraient faire une fécondation in vitro si ce n'est que parce qu'ils ont 5 filles et qu'ils rêvent d'avoir un garçon. Ah, pour sélectionner. Par exemple. Ah, ça c'est une autre question, intéressante. Faire de la sélection. Ouais. Voilà. Mais donc ils veulent avoir un enfant pour sélectionner des. On a le droit de sélectionner. C'est une bonne question, j'ai dit. Oui, non, non mais moi ça m'intéresse. Alors en Israël, d'abord en Europe c'est interdit. Tous les pays européens interdisent. Ouais, parce que être une fille c'est pas une maladie et être un garçon c'est pas non plus une maladie. C'est un peu de l'eugénisme quand même. Oui. Ça c'est déjà une autre question l'eugénisme. Ça c'est un autre sujet. Non, parce que si on choisit les filles et les garçons, on peut choisir les yeux bleus. C'est sûr que si on se met à choisir, et ben on finira par. Si on peut choisir, on peut commencer à choisir énormément de paramètres, et d'essayer de faire Shipur Geza la race pure, la race pure, etc. Bon, ça c'est pas l'esprit du judaïsme, ok. Mais il y a certains. Ça a été posé. Alors en Israël, ça n'a pas été interdit. Par la Knesset, ça n'a pas été interdit le fait de trier les embryons. C'était autorisé, mais dans certaines conditions. D'abord, pour pouvoir avoir l'autorisation de faire ce genre de traitement, il faut avoir 4 enfants du même sexe. Ou 4 filles, ou 4 garçons minimum. Donc, au moins, t'as prouvé que t'as essayé. Oui. T'as pas eu la fille, 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 t'as 4 garçons, t'as 5 garçons, 6 garçons. Moi, j'ai une famille de 4 garçons, c'était très bien. Après, il faut donc demander une autorisation spéciale au ministère de la Santé. Et il va falloir passer devant un psychologue de la commission. Et la loi dit qu'il faut prouver à ce psychologue, à cette commission, que le fait d'avoir un enfant, que des enfants, que garçons ou que filles, te font ou au mari, ou à la femme, ou aux deux, des séquelles psychologiques graves. Ah oui, d'accord. Donc la grande majorité des demandes sont repoussées. Mais il y a certains qui sont, oui, acceptés, dans le sens où vraiment un couple est au bord du divorce à cause de ça, ou vraiment quelqu'un qui est vraiment malheureux, je sais pas, il raconte son histoire. Bon. Pour des raisons sociales, ça existe. Par exemple, je sais pas, j'imagine que il y a peut-être des milieux dans lesquels si t'as pas de garçon, tu n'existes pas. T'as pas d'héritier, ça doit exister encore. Oui, ça doit tribal. Oui, ça existe. Ça existe d'ailleurs chez les non-juifs en Israël, chez les musulmans ou chez les druzes, etc. Eux aussi font ces mêmes demandes. C'est pas. Mais encore une fois, ils sont très stricts, je dirais, c'est pas donné, mais ils ont pas voulu interdire totalement dans le sens où, d'abord, la fécondation d'Israël est très démocratisée, je dirais. On voit pas ça comme quelque chose de grave, justement parce qu'on n'a pas cette conception chrétienne de la fécondation in vitro. Pour nous, détruire des enfants, par exemple dans le monde chrétien, d'abord, encore une fois, le fait de faire une fécondation, c'est interdit, mais de prendre des embryons parce qu'ils sont garçons, parce qu'ils sont filles, de les détruire, c'est un meurtre. Alors que dans le judaïsme, c'est pas considéré comme un meurtre, puisque c'est uniquement un grumeau de cellules. Donc déjà, on a une dimension tout à fait différente, ça c'est clair. Et puis on a quand même ce principe là de mitzvah de Pera Verivia, que pour réaliser la mitzvah d'une manière ultime, il faut avoir un garçon et une fille. Et pour certains, c'est vraiment. Alors il y en a qui demandent. La grande majorité des rabbanim donnent pas leur aval et sont pas d'accord avec ce genre de
de choses. Dans le sens, encore une fois, on a dépassé le côté, l'aspect médical, où là, on a donné l'autorisation pour justement éviter un divorce, et éviter des souffrances du fait de ne pas avoir d'enfants, etc. Et là, on est passé dans une autre dimension. Mais, je dirais pas que certains rabbinim, pour des cas, pourraient l'autoriser. Chaque cas, encore une fois, est un cas particulier dans le judaïsme. Ouais. Alors, il y avait une autre question qui me perturbait c'est la question de la GPA. Et puisqu'on a parlé de la brisure de la filiation, c'est que la GPA, la gestation pour autrui, là, c'est encore plus compliqué qu'une fécondation in vitro. C'est vraiment une autre mère qui porte le bébé. Donc, ça, il me semble, dans le souvenir des études de ce que j'ai étudié, c'était que le gros problème, c'est que c'est pas évident que l'enfant qui naît après, de qui il est le fils, en fait. Ça, je crois que si... D'abord, est-ce que c'est quelque chose que le Maran Poix fait, la gestation pour autrui? Non, on fait rien, non. Oui, c'est-à-dire qu'il propose comme une solution potentielle, quoi. Oui, on le propose et on aide les gens qui en ont besoin. Mais je vais expliquer pourquoi. Alors, dans les oreilles d'un Européen, français, c'est quelque chose d'épouvantable. Mais d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait des parlementaires français qui sont venus en Israël pour vérifier comment était la loi en Israël sur ce sujet-là. Et entre autres, ils sont venus à l'Institut Poix. Et je les ai fait rencontrer avec une femme qui a eu des enfants grâce à la GPA. Ils sont sortis ici. Pour eux, c'était vraiment un crime épouvantable qu'on avait fait. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Je vais expliquer parce que c'est toujours... encore une fois, est-ce qu'on dit toujours non? On a parlé, tu te rappelles, de la déontologie ou l'ontologie ou la téléologie. Alors, est-ce qu'on dit non à tous les cas? Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces femmes qui naissent avec ce qu'on appelle un syndrome de Rokitansky, qui naissent sans utérus? On les laisse tomber? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces femmes qui ont eu un cancer de l'utérus alors qu'elles avaient 15 ans, 16 ans et que maintenant elles peuvent pas tomber enceintes? On les laisse tomber? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces jeunes filles qui ont eu une maladie au cœur et elles peuvent pas tomber enceintes parce que si elles tombent enceintes, elles vont pas tenir, elles vont mourir en grossesse. On les laisse tomber? Alors on peut dire, oui, au nom de ça dépend qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la balance. Alors pas que je dénigre la souffrance de ces femmes, elle est immense, mais que ça dépend ce qu'on fait à côté pour... Alors d'un côté, ils sont prêts à autoriser à n'importe quelle femme pour presque n'importe quel motif d'arrêter une grossesse. Et ça, c'est le droit de la femme, il n'y a pas de problème. Et toutes ces filles-là, on les laisse tomber, on les jette à la poubelle. Mais ils savent pas qu'elles existent, c'est ça le truc. Elles savent pas qu'elles existent. Et en plus, on n'est pas pro-life dans le monde. Il y a certains pays où avoir des enfants, c'est pas top, hein. C'est pas. Ça détruit le climat, il paraît. Tu dois être un peu tu dois être un peu réactionnaire, tu dois être un peu primitif si t'as tellement d'enfants. Bon. C'est un rapport, tout ça, un rapport l'un avec l'autre. Toutes ces notions et les manières de voir. Est-ce que avoir beaucoup d'enfants, c'est primitif ou c'est merveilleux? C'est une influence. Ça change tout, ça change tout. Ça change tout. Donc la GPA, c'est quelque chose qui est potentiellement possible. D'abord, on a une grande question. Comme vous l'avez évoqué, c'est qui est la mère de l'enfant? Est-ce qu'on va selon l'utérus et la gestation, ou est-ce qu'on va selon la génétique? Et là, c'est une grande discussion dans le judaïsme. Et si on a une raison pour prier le jour du Tisha B'Av et tous les jours que le Mashiach vienne et qu'on a un Sanhédrin et qu'on puisse trancher sur des questions qui sont tellement graves, c'est sur cette question-là. Parce que toutes les autres questions, on arrive à une réponse pour ça pratiquement au bout d'un moment. Et là, c'est resté une grande. Donc c'est encore un débat aujourd'hui. Ouais, c'est encore un débat. Le Rav Mordechai Eliyahu, entre autres, celui qui a créé l'Institut Poix, il considérait que c'était la mère qui porte l'enfant qui était considérée comme la mère. C'est d'ailleurs pour ça qu'il autorisait les dons d'ovocytes. En disant, l'ovocyte pour moi c'est rien du tout, ce qui est important c'est la grossesse et l'accouchement. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est de voir la génétique. Alors là aussi, à mon avis, il y a une évolution au niveau des rabbanim. À mon avis, la plus grande majorité des rabbanim considèrent que c'est la grossesse et l'accouchement
qui définit la maternité et pas la génétique. Mais peut-être que ces dernières années, les choses commencent à changer un petit peu. Le grand problème dans ces questions, toutes ces questions dont on parle aujourd'hui ensemble, c'est qu'on n'a pas vraiment de source talmudique pour en discuter. Lorsqu'un rabbin est confronté à ce genre de problème, il se lève pas le matin et se dit je permets, c'est interdit, pourquoi tu permets et pourquoi tu interdis et puis on n'a pas d'autorité, malheureusement, mais c'est le système du judaïsme d'aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas de Sanhédrin, on n'a pas d'autorité. Voilà, on n'a pas un pape qui nous dit c'est autorisé. Une fois qu'il a dit c'est autorisé, tout le monde l'accepte. Ou c'est interdit, c'est interdit. Oui. Donc automatiquement il va dire j'autorise. Il y a un autre rabbin qui va lui tomber dessus, qui va dire pourquoi t'autorises? Moi je pense que c'est interdit. Et il va être le contraire. Donc il va y avoir un débat très virulent, gentil, mais au niveau rabbinique. Ok, celui qui permet, celui qui interdit, celui qui permet dans telles conditions, celui qui interdit dans quelles conditions, etc. Mais tous ces rabbins-là, en général, ils apportent des arguments basés sur des textes talmudiques, sur des midrashim, sur des midrashim halacha, sur des piskei halacha, sur ce qu'on appelle des responsa qui ont été écrits au fil des années, etc. Mais là, il y a rien. Puisque le GPA, d'abord, de fabriquer un embryon dans une éprouvette, on a fait que ça il y a 50 ans. Si vous avez dit ça à un rabbin il y a 2000 ans et vous êtes fous, c'est quoi cette histoire-là? Ok? Bien qu'il y a un rave qui s'appelle Shoot Even Yekara, il parle du fait de transplantation d'ovaires qui serait considéré comme la mère. Si on prend des ovaires d'une femme, qu'on les transplante chez nous. Mais il dit à la fin, je sais que ce sera jamais, ça n'existera jamais, mais puisqu'on pose la question théorique, je réponds. Mais déjà, cette réponse-là, elle est très importante pour nous. Parce que justement, elle va nous donner des sources. Et le problème principal, c'est qu'on n'a pas de source. Donc, on est un peu bloqué dans cette histoire-là. Donc, tout argument qu'on va apporter, ça va pas être un argument en béton. Ça va être toujours des arguments qui sont basés sur des midrashim, qui sont basés sur des... Je vais donner cet exemple de Shoot Even Yekara. Shoot Even Yekara, donc on lui pose la question de transplantation d'ovaires, ou bien c'est une transplantation d'ovocytes, je sais pas. Lui-même, c'est une époque où il n'y a pas vraiment... C'est différent, c'est pas forcément... C'est de quel moment ça date? Je me rappelle pas mal. Plusieurs siècles. Et donc, il pose donc cette question, qui est la mère de cet enfant? Et ça, c'est le génie du rabbin, qui connaît toute la Torah. Et ça, pour ça, il faut connaître toute la Torah. Et... vous inquiétez pas, j'en suis pas là. Et, malheureusement. On a des halachot qui s'appellent Ilchot Orla. C'est quoi Ilchot Orla? Quand on plante un arbre, les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter des fruits de cet arbre. La 4e année, on doit prendre les fruits et les manger à Jérusalem. Et on a le droit vraiment de profiter des fruits et de les vendre, etc. à partir de la 5e année. Donc les 3 premières années, c'est ce qu'on appelle Orla. Des fruits qui sont interdits à la consommation. Maintenant, si je prends un vieux... On va prendre, par exemple, en Israël, un vieux oranger. Ok? Les oranges d'Israël de Jaffa. Un vieux oranger. Que j'ai coupé. J'ai uniquement son tronc, qui est dans la terre. Et je vais faire des greffes. Et je vais mettre maintenant des pousses de citron sans cet oranger. La greffe va réussir. Ça va bien s'attraper. Et au bout de quelques mois, j'aurai des citrons qui vont sortir donc de ces branches qui ont été nourris par le tronc de l'oranger. Donc génétiquement, c'est les fruits du citronnier. Ouais. Mais ils ont tété, je sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, ils ont tété la sève du vieil oranger. Alors, si ces branches-là étaient des branches qui sont orla, est-ce que ces fruits, ces citrons sont orla et qu'on a le droit ils sont interdits à la consommation? Ou est-ce qu'on va selon l'oranger et comme l'oranger il est très vieux, etc., il n'y a aucun problème? Et ben la réponse de la Gemara sur ce sujet-là, il est que les fruits sont autorisés parce qu'ils ont été greffés sur ce vieux tronc, et ils ont vécu, ils ont pu se développer et vivre, etc. Selon la mère,
Alors, si on reprend ça, on a gestement là une gestation pour autrui. Exact. On a un embryon de Madame Cohen qui est mis dans le ventre de Madame Lévy. Et Madame Lévy tombe enceinte et elle va donner son sang, ses enzymes, ses vitamines, tout ce qui va être possible pour que cet enfant va pouvoir se développer. Alors, est-ce qu'on va selon la génétique de Madame Cohen, du citron, ou est-ce qu'on va selon la gestation de l'oranger de Madame Lévy? Apparemment, c'est Madame Lévy qui est la maman de cet enfant selon cette réponse. Et ça a été la réponse de Shuteven Yekara. Mais d'autres rabbins vont lui dire très bien, c'est très très intéressant ce que vous dites, mais les femmes c'est pas des citrons et les hommes et les bébés c'est pas des oranges, etc. Comment tu fais? Pourquoi tu prends un sujet qui est un sujet d'agriculture, etc. et tu le transplantes? On fait une transplantation sur un sujet d'éthique qui a rien à voir. Donc vous voyez, ce que j'ai voulu montrer par là, c'est que on n'a pas vraiment des sources claires. On a par exemple un midrash. Le midrash nous dit que Rachel Imenu, Rachel, notre maître, notre matriarche, était enceinte d'une fille et que Léa était enceinte d'un garçon. Et Léa, par Ruach HaKodesh, par prophétie, elle a su que sa fille, sa sœur, qui était la choyée de Jacob, elle va avoir un enfant, une fille. Ça veut dire que dans les tribus d'Israël, celle qui aura le moins de tribus d'Israël, ça va être Rachel. Ça, c'est pas possible. Elle va en avoir encore moins que Zilpa et Bilha, qui sont les servantes. Ça, c'est impossible. Et donc, elle aurait fait une bracha, une tfila. Elle aurait fait une tfila spéciale. Et il nous dit, Rabbi Yonatan ben Uziel, qui est un Tana, que Akadosh Baruch Hu, il a fait une transplantation de fœtus. Il a pris l'embryon qui était dans le ventre de Rachel, il l'a mis dans le ventre de Léa, et l'embryon qui était dans le ventre de Léa, il l'a mis dans le ventre de Rachel. Et Rachel a eu un bébé. Dina. Non, Benjamin. Non, Yosef. Ah, c'est pas après? Non, c'est Yosef. Ah, c'est Yosef. Et Léa, elle a eu Dina. Et c'est écrit dans la Torah noir sur blanc. Va t'éter Dina, bat Léa. Dina, c'est la fille de Léa. Mais c'est possible, c'est pas, selon ce midrash, c'est l'ovocyte de Rachel. Donc si on va selon la génétique, elle devrait être considérée comme la fille de Rachel, mais elle est considérée comme la fille de Léa. Donc de là, on apprend que c'est pas la génétique qui compte, c'est la gestation. Pour l'instant, il n'y a que des sources qui montrent que c'est la gestation qui compte. D'accord. Mais certains rabbins, ils disent ouais, ça c'est bien tout ça, mais c'est un midrash. C'est un midrash. Un midrash, c'est pas n'importe quoi. Il faut qu'on apprenne certaines peut-être réflexions psychologiques, philosophiques, spirituelles. Mais de là à faire une décision ilchatique, parce que la grande question de tout cela, de ce qu'on parle, c'est pas uniquement quelle est la mère, parce que c'est important, mais c'est par exemple si on prend l'ovocyte d'une femme non juive, alors est-ce que l'enfant est juif ou non? Est-ce qu'il faut faire une conversion? Oui. Est-ce qu'on prend une mère porteuse qui est non juive, alors que l'ovocyte il vient d'une femme juive? Est-ce qu'on a besoin de faire une conversion ou non? Et ça, c'est une discussion chez les rabbanim de nos jours. Donc pour revenir à notre sujet, la gestation. Alors, il y a un autre problème, à part la filiation? Alors, déjà, c'est un problème. C'est un problème majeur. C'est un problème majeur, ok. Qui a des influences sur énormément de choses. Je vais vous dire, la grande majorité des barabaniers n'ont pas voulu se prononcer sur cette question-là. Et certains interdisaient, mais ils interdisaient sans donner plus ou moins d'arguments. Sauf de dire que voilà, comme on est dans un doute de savoir qui est considéré comme la mère de cet enfant, on peut pas donner de réponse. Alors pourquoi à l'Institut Pouah, on donne des autorisations? Parce qu'il y avait un très grand rabbin qui s'appelle le Rav Zalman Nechemia Goldberg, Zichrono Livracha, qui est décédé pendant le Corona, qui disait que pour pouvoir interdire une chose dans le judaïsme, il faut que ce soit écrit explicitement que c'est interdit. Et toute chose qui n'est pas écrite et d'une manière explicite qui est interdite, eh ben, elle est autorisée. Peut-être pas dans tous les cas, peut-être pas n'importe quoi, mais tu peux pas dire interdit à tout le monde. Et c'est entre autres pour ça qu'il a donné son aval, son autorisation de faire des gestations pour autrui dans des cas qui sont des cas graves, ok?
des cas graves comme une fille qui naît sans utérus, ou qui a eu, il y a une histoire dans les années 60 où des femmes, on leur donnait des médicaments pendant la grossesse qu'on appelle du Distilbène, et les filles qui sont nées de mamans qui ont pris du Distilbène, elles ont un utérus tout à fait mal formé, elles peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est des cas vraiment épouvantables. Il y a des filles qui naissent sans utérus, comme j'ai dit, ce qu'on appelle un Rokitansky, c'est un syndrome. Il y a des filles qui ont eu un cancer. Il y a des filles qui ont des maladies graves. Si elles tombent enceintes, elles risquent de mourir. Et donc, on n'a pas de solution pour toutes ces femmes-là. Maintenant, s'il y avait peut-être pas, on se retrouve à tous, il y avait peut-être pas tant d'avortements et qu'il y avait plein de bébés à adopter, ce serait simple peut-être de dire à ces filles-là, bon, vous pouvez pas avoir d'enfants, vous pouvez l'adopter. Mais on peut pas adopter aujourd'hui. Il faut attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, et c'est même pas sûr que tu auras un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? De rien. Alors, elles ne pourront pas se marier. Elles vont se marier avec qui, ces filles-là? Peut-être avec des hommes qui sont stériles. Peut-être avec des hommes qui ont eu des enfants. Je dis pas le contraire. Il y a des solutions. Mais ces filles-là, elles ont pas d'utérus, mais elles ont des ovaires, elles ont des ovocytes. Elles peuvent avoir des enfants. Donc, maintenant, en France, en Europe et en France, on considère que ça rend la femme esclave. Oui, c'est la question qui pose. Est-ce qu'on considère pas le fait qu'on va commencer maintenant à ce qu'on appelle à faire des locations de l'utérus, c'est-à-dire on va louer l'utérus d'une femme pour etc. Et tout d'un coup, et si ça devient une valeur marchande, alors moi je peux acheter l'utérus. Et on va arriver comme ceux qui voient le futur à des femmes très riches qui ne veulent peut-être pas porter l'enfant chez elles parce que elles ont envie de rester belles jusqu'à 60 ans. Alors en Israël, comme vous savez très bien, on a une ministre qui est elle était contre. Qui était contre d'avoir des enfants. Elle a jamais eu d'enfants jusqu'à aujourd'hui. Elle vit avec un homme plus ou moins pas vraiment un mariage officiel. Mais tout le monde sait qu'ils vivent ensemble. Et puis, elle était contre le fait d'avoir des enfants. Et puis, elle parlait d'une manière très virulente contre toutes ces familles-là, contre trop d'enfants. Il faut pas avoir trop d'enfants. Et puis, tout d'un coup, elle nous a annoncé qu'elle a eu un enfant par mère porteuse, parce que justement, comme elle est contre, pour elle, c'est une manière d'asservir la femme, de la mettre enceinte. Elle est asservie à son mari, elle est servie à la condition des femmes, de les dénigrer, etc. Elle peut pas faire ce qu'elle veut, elle peut pas. Après, c'est une grande souffrance, etc. L'accouchement, et puis après la grossesse, l'allaitement, etc. Donc, si on veut pas asservir les femmes, il faut absolument leur expliquer qu'il faut pas qu'elles aient des enfants. Et donc, comme elle a quand même décidé d'avoir un enfant avec son conjoint, eh ben, elle a été faire une mère porteuse aux États-Unis. Donc, elle a vraiment acheté l'utérus d'une femme, pas pour des questions médicales, pour des questions apparemment qui sont totalement sociologiques, psychologiques ou elle est pas si jeune non plus, je suis pas sûr qu'elle. Non, d'accord, mais ça change rien. Elle était pendant des années, elle était la militante la plus virulente en Israël contre eux. La gestation pour autrui. Et puis tout d'un coup, quand elle a été... d'un autre côté, je vois par là quelque chose de merveilleux. Je vais vous dire pourquoi parce que moi, je suis pro-live. Moi, je suis pour les enfants. Moi, je suis pour avoir un maximum d'enfants qu'on puisse avoir, tant qu'on peut les élever en bonne santé, etc., etc. Donc, en fait, toute son idéologie, un jour, il y a la mère juive qui lui a dit, dans son âme, il faut avoir un bébé, il faut avoir. En plus, après la Shoah, etc., tu peux pas ne pas avoir un bébé. Et ça, l'âme juive, elle s'est réveillée en fond d'elle. Alors, peut-être qu'elle a fait les choses pas d'une manière exactement à la juive, mais le côté maternel a été beaucoup, beaucoup plus fort, et paternel, parce que c'est bien sûr un projet à deux, plus fort que toute l'idéologie woke, parce que on est dans le wokisme, ok? Pour ceux qui connaissent ces notions-là, les auditeurs connaissent. Okay. Donc on parle est dans ces idéologies-là. Donc nous on autorise à l'Institut Poix uniquement pour des cas qui sont des cas, comme j'ai dit, extrême, donc de stérilité, voilà. Et que dans des cas où, et on va faire chaque cas particulier. Et aussi, on va prendre contact avec le rabbin de cette femme, de cette fille. Est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il accepte pas, etc. Parce qu'on n'est pas là pour se substituer au rabbin. Même si elle me dit, moi, j'ai pas de rabbin alors on prend notre décision. Mais si, et
Et donc, on a donné des autorisations. Et ça coûte bien sûr très très cher, c'est très compliqué. Alors, est-ce que c'est un esclavage? Je sais pas. Travailler chez McDonald's jusqu'à 2 heures du matin pour recevoir une paye, le SMIC, c'est aussi de l'esclavage, je sais pas. Oui. Maintenant, bon, chacun... Je sais pas, c'est de l'esclavage, mais il y a quand même une espèce de risque que ça devienne une valeur marchande. Que ça devienne quelque chose qu'on peut échanger, quoi. Alors, d'accord. Alors, c'est pour ça qu'en Israël, mais là aussi, on est en train de changer les choses. C'est pour ça qu'en Israël, ce qui est le premier pays d'ailleurs à avoir légiféré sur ce sujet-là, ça a été, il faut des commissions, il faut des autorisations, il faut prouver que c'est uniquement pour un besoin médical, il faut prouver, la femme qui veut être elle-même mère porteuse, il faut qu'elle prouve que c'est pas un danger pour elle de tomber enceinte, il faut qu'elle soit rémunérée très bien pour que justement elle fait ça vraiment de son plein gré, que c'est pas utiliser des gens pauvres et en plus les asservir et les jeter après, etc. Elle aura, il faut qu'elle ait elle-même eu des enfants, donc elle sait ce que c'est qu'une grossesse. Et puis on doit lui donner une assurance spéciale, une assurance maladie spéciale que les parents doivent, les futurs parents doivent lui payer au cas où elle a des complications. Ils doivent mettre une somme d'argent spéciale chez un avocat au cas où elle a des problèmes après psychologiques, elle a besoin d'un suivi psychologique. Donc tout a été fait, légiféré pour que vraiment que ce soit pas de l'asservissement, que ce soit vraiment quelqu'un qui a un service donné dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, ces derniers temps, avec le wokisme, on est en train de tout détruire en Israël parce qu'ils sont en train de justement rentrer d'autres possibilités de mères porteuses pour des couples homosexuels, etc., etc. Et là, on est en train de passer dans une autre dimension qui était au départ une dimension médicale et dans d'autres dimensions. Maintenant, après, c'est un grand débat. Est-ce que c'est médical, pas médical, etc. Mais si on rentre là-dessus, on va pas terminer. Parce que c'est quelque chose qui me perturbait vraiment dans la GPA, c'était que quelque part, à la fin de la grossesse, la mère qui a porté l'enfant, est-ce qu'elle peut laisser partir l'enfant? Ok. Ouais. Alors, entre autres, avant qu'elle ait cette autorisation de pouvoir elle-même être mère porteuse, elle doit discuter avec un psychologue et discuter entre autres de cela. Est-ce qu'elle considère ça comme un abonnement, abandon de cet enfant, oui ou non, etc. En gros, les femmes avec qui j'ai discuté, qui étaient elles-mêmes mères porteuses, elles font vraiment, je dirais, une grande partie font vraiment ça, je dirais les Shem Shamaï. Dans le sens, elles me disent, j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Je suis tellement heureuse d'avoir eu des enfants. C'est tellement le plus grand bonheur qu'on peut faire à une femme, c'est lui apporter ça, d'être maman. Et moi, aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai eu mes 3 enfants, et j'en veux plus d'autres, pour des raisons, j'ai divorcé, ou j'en veux plus, etc. Et je peux donner ce bonheur à une autre femme, à un autre couple qui sont dans la détresse. Pourquoi je le ferais pas? Il y en a vraiment des gens qui le font vraiment comme une shlichut, ok, comme vraiment une... ouais, comme dévouement, par altruisme. Dévouement, vraiment pas. Et même l'argent, il y en a ils disent, bon, en plus, je vais toucher une bonne somme d'argent, c'est très bien. Mais il y en a qui disent même, c'est pas ça le plus important. L'argent, vraiment, il y en a j'en ai connu qui l'ont fait même sans recevoir aucun argent, vraiment. Pour le fait de se dire, j'ai envie de faire du bien. Maintenant, on peut considérer aussi alors, il y a ce qu'on appelle, ça, la pente glissante, voilà. C'est un des arguments du monde de l'éthique qui est contre. Alors, si on commence comme ça, après on va terminer comment? Une femme, elle veut être à Hollywood, elle veut pas, elle doit être dans un rôle de actrice, elle doit pas être enceinte et maintenant voilà. Alors elle va prendre une mère poule. C'est sûr il peut y avoir toujours des dérives. Alors, est-ce parce qu'il va y avoir des dérives, on va interdire à toutes ces femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes d'être maman? Ou est-ce qu'on va dire, on va gérer les choses dans un cadre un peu rigide,
on va être un peu dur. Le problème, il est que les cadres rigides, avec le temps, se détendent. Voilà, ça s'effrite. Voilà, ça s'effrite. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, le Rav Wosner, qui était un des plus grands décisionnaires rabbiniques de notre génération, il était contre tout ce genre de choses, les dons aussi, parce qu'il savait très bien que on était en train de faire un petit trou qu'on appelle ça dans un barrage, et que après il y a un énorme fleuve qui va sortir. Et de certaine manière, il avait raison. Oui. Parce que c'est difficile de gérer après. Puis les gens s'habituent. C'est-à-dire que moi je me ça rappelle, devient ça se normalise, quoi. moi j'étais tout petit quand il y a eu la première bébé éprouvette, je m'en rappelle. J'étais petit, je me rappelle la télévision, premier bébé éprouvette et tout, et il y avait des débats à la télé française pour et contre, etc. C'était un grand débat. Bon, maintenant, mais c'est plus un débat. Donc au bout d'un moment, on s'habitue, ça devient quelque chose d'habituel. Alors pareil là, puis alors donc les limites sont toujours repoussées, et on arrive après à des aberrations. Et oui, il y a des aberrations. Mais vous dites, si je comprends ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'il y a des aberrations que les choses bonnes qu'on peut faire avec, on le fait pas. Voilà. Mais il faut être fort et savoir. Mais bon, c'est difficile à gérer. Oui, c'est difficile à gérer parce que après l'autre elle va dire pourquoi et pas moi, pourquoi. Et puis de nos jours aussi il y a Internet, il y a Facebook. Donc ce rabbin là il m'a autorisé. Donc si ce rabbin il a autorisé, c'est écrit sur Facebook. Alors c'est sûr que c'est permis aussi pour moi. Donc de nos jours, voilà, on pose plus de questions. On a Rav Google, on lui pose des questions, le rabbin Google, on vérifie. Et il y a des aberrations et un grand n'importe quoi. Mais alors, encore une fois, on n'avance pas sur cette terre. C'est vrai. Bon, Rav Binyamin, est-ce que vous voulez résumer et dire où est-ce que les gens peuvent vous trouver, comment vous contacter Bon, d'abord, j'ai eu une discussion avec vous, mon cher ami. C'était passionnant. Et c'est pas une discussion habituelle que j'ai d'habitude, comme ça, ouvertement. Mais bon. J'aime bien ce que vous faites. Alors, je me suis lancé. Il est clair que d'abord, tout ça, c'est des questions de halakha. Je veux remettre les choses vraiment dans leur cadre. On a parlé sympathiquement, etc. Tout ça, c'est des questions de halakha. Pour les gens pour qui la halakha est importante, ils doivent poser des questions. Que ce soit moi ou un autre rabbin, je n'ai pas le monopole, mais c'est des questions de halakha. Même des inséminations, même des choses qui sont de nos jours tout à fait banales, c'est des grandes questions de halakha. Il y a des rabbins qui ont écrit des milliers de bouquins là-dessus, d'articles, de machins. Maintenant, même si c'est devenu autorisé, ça ne veut pas dire que c'est pas des questions de halakha. Ça, c'est la première chose. Donc, même si on parle d'une manière tout à fait ouverte, etc., on a parlé de problèmes très graves, tout ça, c'est pas sur un podcast qu'on prend des décisions de halakha, ni sur des avortements, ni des GPA, etc. Ça, c'est un point important. Deuxième chose, il n'y a pas de sujet tabou dans le judaïsme. On a le droit de parler de tous les sujets, on a le droit de discuter de tous les sujets, on a le droit de débattre de tous les sujets. Ça ne veut pas dire qu'on aura autorisation automatique, mais on a le droit de débattre et de discuter. Et aussi, dans le judaïsme, il y a de grands dogmes, bien sûr, il y a des grandes routes, mais après, chaque cas est un cas particulier. Et c'est pas parce qu'une personne a reçu une autorisation que l'autre automatiquement va le recevoir. Chaque cas est un cas particulier qu'il va falloir vérifier, et les données ilkhatiques d'une manière sérieuse et les données scientifiques, médicales, puisque on est dans le monde du médical, d'une manière la plus sérieuse possible. C'est ce qu'on vous propose à l'Institut Poa, d'une manière gracieuse et gratuite. Toute personne qui a une question, que ce soit des questions qu'on en a parlé au début, grossesse, contraception, génétique, relations intimes, pureté familiale, tout ça. Toutes ces choses dont on n'a pas eu le temps de parler. On en refera un de podcast. Tout ça, on peut en parler, on peut en discuter. Les rabbins sont à l'écoute et essayent de trouver des solutions. Ça, c'est un point très important. Vous pouvez nous appeler, téléphone, fax. Fax n'existe plus tellement, mais oui, email, site internet, etc., etc. De nos jours, il y a des WhatsApp pour ceux qui habitent à l'autre bout du monde. On peut en discuter. Il n'y a aucun problème. On est à votre disposition.
On a donc à l'Institut Poua ce système de questions, de conseils, ilkhatique, éthique et médicale. On a tout le côté surveillance rabbinique dans les laboratoires, on en a parlé, dans certains pays, dans certains laboratoires. On a tout ce système de cours et de formation où vous êtes invité à participer. Il y a des congrès où vous êtes invité à participer. Et puis voilà. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu nous donne la force de continuer et surtout qu'on fasse pas de bêtises. Bah, merci beaucoup pour cette conversation. J'ai appris plein de choses et je pense que les gens qui vont écouter vont aussi apprendre plein de choses. Voilà, vous avez tout entendu. Si vous êtes joignable sur Facebook, etc. Si des gens veulent passer par moi aussi pour vous contacter, je pense pas. Mais si vous avez des questions, si vous êtes un couple en difficulté, voilà, la porte est ouverte. Merci beaucoup, Rav Binyamin, pour cette conversation. Et je vous souhaite à notre ami que vous ayez Mirza Hashem, que tout ce qu'on a discuté, vous soyez jamais confronté avec ce genre de problème. Amen. C'est que ce soit uniquement une discussion théorique. Et voilà. Voilà. Merci. Allez, Erev Tov.